campus de Berkeley, Californie. Ici comme ailleurs, cela fait plus de 10 ans que la lutte contre le sida a commencé. Mais malgré les formidables moyens engagés dans ce combat, la recherche piétine. C'est pourquoi certains scientifiques sont prêts à contester toutes les certitudes, à commencer par la plus incontestable en apparence, la responsabilité du virus dans le déclenchement du sida. Et si les chercheurs s'étaient trompés en désignant ce virus comme responsable du nouveau syndrome? Question énorme, impensable et plus ou moins taboue jusqu'à maintenant. Écoutez pourtant les raisonnements qui ont conduit ces scientifiques à se poser cette question. Il s'agit du professeur de biologie moléculaire Peter Duesberg, de l'université de Berkeley, ainsi que de son collègue Richard Stroman. Pour avoir dit ce que vous allez entendre, ces deux chercheurs passent pour des inconscients. Ils appartiennent pourtant à l'élite scientifique américaine. Je ne crois pas qu'on ait trouvé la cause du sida. Certainement pas. Si c'était le cas, on aurait progressé dans la lutte, dans le traitement et dans la prévention du sida au cours des 10 dernières années. Or, il n'en est rien. On a découvert beaucoup de choses sur le VIH. C'est incontestable. On en sait plus sur ce virus qu'on a besoin de savoir. Mais on n'en sait pas plus sur le sida. Avril 84. Le professeur Gallo annonce au monde qu'il a identifié la cause du sida. La recherche américaine se félicite de cette grande victoire, jusqu'au moment où l'on s'aperçoit que le virus, prétendument trouvé dans son laboratoire, vient d'ailleurs. C'est ici, à l'Institut Pasteur à Paris, en effet, que le virus du sida a été identifié et isolé pour la première fois par l'équipe du professeur Montagnier. Passé la querelle sur l'origine du virus qui opposera pendant quelque temps Gallo à Montagnier, les deux chercheurs vont vite se retrouver d'accord sur le fond, sur la cause du sida. Bon, je crois qu'il faut raison garder dans cette affaire, c'est-à-dire effectivement avoir le doute. Le doute est tout à fait scientifique. Il n'y a pas de dogme en science, de toute façon. Donc, moi, je ne considère pas, en disant que le VIH est la cause du sida, et énoncer un dogme religieux. Je pense que c'est un énoncé basé sur des données qui sont maintenant très nombreuses et qui sont de plus en plus nombreuses, d'ailleurs, au fur et à mesure que le temps passe. Et donc, le nombre des gens qui n'admettent pas ces faits est de plus en plus faible. Il faut vraiment se boucher les yeux, se fermer les yeux et se boucher les oreilles pour ne pas voir que ce virus est associé au sida. Comme le professeur One Hobson que l'on voit ici, tous les chercheurs du monde s'accordent sur le nom du responsable à abattre. VIH. Tous sauf un. D'emblée, en effet, Peter Duesberg s'oppose et argumente contre cette vérité officielle qui désigne le VIH comme la cause du sida. Disons que quand Duesberg a posé cette question, peut-être c'était raisonnable, étant donné le fait qu'il n'y avait pas un consensus, que quelqu'un disait d'ailleurs, et je crois qu'il me manque les évidences pour dire que c'est bel et bien ça. Je ne partageais pas l'avis de Duesberg dès le début, personnellement. Pour moi, les hémophiles et les enfants infectés étaient suffisamment clairs pour moi. En plus, le virus de sida chez les singes. Bon, il a posé la question, il suffisait de répondre et on pouvait tourner la page. Mais la communauté scientifique a insulté un peu Duesberg, a réagi un peu mal en disant « Qu'est-ce que c'est ça? Comment peut-on dire des choses pareilles à notre époque ?» Au lieu de lui répondre clairement, calmement, avec les arguments scientifiques. Toc, 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 fini. En 87, et au cours des années qui suivent, les questions soulevées par Duesberg sur l'implication du VIH dans le sida sont débattues dans la presse scientifique. Mais les rares réponses apportées par ses confrères ne le font pas changer d'avis. Pour lui, aujourd'hui encore, l'implication du VIH dans le sida n'est toujours pas établie.
Le VIH, que l'on voit sur ces images, appartient à une famille particulière de virus, appelée rétrovirus. Une famille de virus que Duesberg étudie depuis maintenant 30 ans. C'est lui qui le premier a réussi à identifier leur structure génétique et à la décoder. Le résultat de ses travaux lui vaudra d'ailleurs d'être élu à l'Académie des sciences en 1986. Duesberg est alors considéré comme un des spécialistes les plus compétents sur les rétrovirus. On m'a appris que les rétrovirus ne tuaient pas les cellules et ne provoquaient pas de maladies, à moins d'être extrêmement actifs, extrêmement abondants et en grande quantité chez l'animal, ou peut-être chez l'homme. Encore qu'on n'ait jamais constaté ce phénomène chez l'homme. Mais on n'a jamais vu un animal ou un homme qui soit totalement exempt de rétrovirus. Ils en ont tous et qui se comportent exactement comme le VIH. Ils sont latents, ils ont la même structure génétique, le même mécanisme de réplication, le même taux de mutation, la même transcriptase inverse. Ils sont exactement pareils et pourtant ne causent aucune maladie. Ce sont les virus les plus inoffensifs qu'on ait jamais trouvés. C'est précisément la raison pour laquelle nombre d'entre nous, y compris moi-même, étudions les rétrovirus depuis près de 20 ans comme cause probable des cancers. Car ils ne tuent pas les cellules qu'ils infectent. Pour cette raison, ils sont une cause plausible pour les cancers. En appliquant cette définition au VIH, Duesberg en déduit donc que le virus du sida ne peut pas détruire les cellules T4, qui permettent à l'organisme de lutter contre les infections. Et a supposé même qu'il puisse les détruire. On a observé que le VIH infecte très peu les cellules T4. Autrement dit, il y a peu de chances qu'il puisse causer des dommages importants au système immunitaire. Et puis, il y a la période qui sépare l'infection par le virus du sida de l'apparition des premiers symptômes. 5 à 10 ans, voire plus. On est là très très loin du comportement habituel et connu des virus. Une maladie est causée par un virus lorsqu'un grand nombre de virus tue un grand nombre de cellules. Si un seul virus tue une seule cellule, vous ne vous apercevrez jamais que vous êtes infecté. Si vous êtes contaminé par la grippe, la syphilis, la blénorragie ou l'herpès, vous aurez les symptômes dans les 2 ou 3 semaines qui suivent. Ou alors vous n'en aurez jamais, car le système immunitaire l'aura enrayé. Voilà pourquoi la période qui sépare l'infection de la maladie est d'1, 2 ou 3 semaines, parfois de quelques jours seulement. Le virus doit se multiplier et exploser dans votre corps pour tuer les cellules, et alors là, vous êtes malade. Aucune explication logique ne permet de dire que vous puissiez être infecté par un virus aujourd'hui, que votre système immunitaire réagisse et le neutralise, et puis que la maladie apparaisse 10 ans plus tard. Le virus doit agir avant que le système immunitaire n'intervienne. Voilà pourquoi vous devriez être malade tout de suite si le virus était responsable, pas 10 ans plus tard quand il est mort et éliminé. Dernier point de l'argumentation de Duesberg, la présence des anticorps dans le sang. Pour lui, c'est la trace de la bataille entre l'organisme et le VIH, la preuve que le virus a été vaincu. Bref, au terme de sa démonstration, tout concourt pour Duesberg à innocenter le virus. Il n'y a aucun précédent, pas un seul dans l'histoire de la microbiologie, qui montre qu'un microbe ait provoqué une maladie alors qu'il était inactif, ou latent, ou introuvable. Il est impossible de trouver un virus actif. Chez la plupart des patients, on n'en trouve aucun, seulement des anticorps dirigés contre lui. C'est précisément la raison pour laquelle des biologistes éminents, comme Gallo et Robin Weiss, n'ont pu isoler le VIH chez des patients atteints par le sida. Même dans les ganglions lymphatiques. Absolument. Après des années de tentatives infructueuses, ils ont fini par prendre le virus de Montagnier. Ils n'ont pas pu le trouver eux-mêmes, parce qu'il n'y est pas. On l'a compris. Après 10 ans de polémique, Duesberg persiste et signe. Aujourd'hui encore, rien ne prouve à ses yeux que le VIH soit impliqué dans le sida. Et tant que cela ne sera pas scientifiquement établi, il ne bougera pas. Cette conviction de Duesberg a poussé d'autres chercheurs à s'interroger sur le rôle du VIH dans le sida. C'est le cas du professeur Harry Rubin, lui aussi pionnier de la recherche sur les rétrovirus. Il a formé les plus éminents spécialistes qui font aujourd'hui autorité en la matière.
Si je m'en tiens aux données dont nous disposons, rien ne confirme que le VIH soit la cause du sida. Je n'exclus pas qu'il puisse jouer un certain rôle, mais qu'il soit la cause prédominante, ou même la seule, ce n'est pas prouvé. Ces questions soulevées par les dissidents du sida ne sont pas toujours restées sans réponse. Mais rapidement, le débat a dérapé. Il est sorti du domaine scientifique pour tomber dans l'anathème contre ceux qui exprimaient leur désaccord avec la thèse officielle. Exclus du débat scientifique, ces dissidents se sont alors regroupés derrière le professeur de biochimie Charles Thomas. Et ils ont formé un groupe dans la ferme intention de se faire entendre. Une grande partie de l'opinion publique croit que le rétrovirus appelé VIH est la cause d'un ensemble de maladies réunies sous le terme de sida. De nombreux chercheurs, médecins, biologistes contestent aujourd'hui cette hypothèse. Nous proposons qu'un groupe de chercheurs indépendants réexamine en profondeur les arguments qui confirment ou infirment cette hypothèse. Nous proposons également que des études épidémiologiques critiques soient conçues et entreprises. Ce texte de 4 phrases a été soumis à un certain nombre de revues scientifiques éminentes. Et toutes ont refusé de le publier, alors même qu'il était signé par des dizaines, des centaines de scientifiques de renom. À ce jour, 3 prix Nobel ont publiquement exprimé leurs doutes vis-à-vis de la thèse officielle. La biologiste Barbara McClintock, aujourd'hui décédée. Le professeur Walter Gilbert de Harvard, et enfin Kary Mullis, prix Nobel de chimie en 1993 que l'on voit ici. Il vit aujourd'hui sur la côte californienne à San Diego. Kary Mullis est l'inventeur de la PCR, un procédé qui permet d'isoler et d'amplifier les gènes d'un micro-organisme. Une découverte qui a révolutionné le travail des chercheurs dans tous les laboratoires du monde. Aujourd'hui, la PCR est devenue un instrument important dans la recherche sur le sida et du coup, Mullis s'est tout naturellement intéressé de très près à la question. C'est à ce moment-là d'ailleurs que sont apparus ses premiers doutes. Je me suis trouvé impliqué dans cette histoire lorsque j'ai commencé à chercher dans les publications scientifiques les références démontrant l'hypothèse qu'un virus, le VIH, provoque quelque chose que l'on nomme le sida. Je rédigeais un rapport dans lequel je reprenais cette affirmation et pour l'étayer, il fallait que je cite les références pour pouvoir dire cela a été établi par telle et telle publication. Or, je n'ai pas pu les trouver. Cela est d'autant plus étrange que chaque fois que j'ai cherché la source d'un fait scientifique, je l'ai toujours trouvé. C'est facile. Vous cherchez dans ce qui a été publié et vous trouvez très vite celui qui est l'auteur de cette affirmation, qui l'a démontré. Et là, en l'occurrence, il n'y avait rien de cela. J'ai interrogé les chercheurs spécialisés sur le sida les uns après les autres. Comment avaient-ils été convaincus que le VIH était la cause probable du sida? Quels articles avaient-ils lus? Ils m'ont dit « Oh, il y en a des tas ». Je leur ai dit « Bon, très bien, est-ce que vous pouvez me faire parvenir les références de ces articles ?» Parce que moi aussi, je ne demandais qu'à être convaincu afin de cesser cette recherche ridicule. J'avais juste besoin de cette référence pour l'article que j'étais en train d'écrire, pour pouvoir obtenir le renouvellement d'une subvention destinée au laboratoire où je travaille. Il me fallait citer cette référence qui prouve que le VIH est la cause probable du sida pour mon article. Or, je ne l'ai pas trouvé. Alors, j'ai continué à demander et personne ne m'a répondu. Tout le monde me disait « J'ai ça dans mon bureau ». Et moi, je disais « Ok, envoyez-moi ça, dès que vous serez rentré à votre bureau ». Personne ne l'a jamais fait. Cette difficulté à fournir la preuve, c'est pour Mullis la démonstration même que tout a été fait en dépit des règles élémentaires qui doivent accompagner la recherche. Tout, pour lui, a été précipité dans l'affaire du sida. La méthode, l'annonce sur le mode publicitaire, pas de débat contradictoire entre chercheurs et pour finir, une chape de plomb posée sur une vérité approximative. Ce n'est pas comme ça que la science fonctionne. En général, si vous voulez faire une annonce scientifique, vous commencez par faire une expérience. Vous obtenez des résultats, vous les analysez soigneusement et vous vous demandez « Est-ce que je ne me suis pas trompé quelque part? Est-ce que c'est vrai ?»
Vous faites éventuellement une autre expérience pour vérifier. Et là seulement vous convoquez une conférence de presse. C'est comme ça qu'on établit les faits scientifiques. Or là, ils ont donné une conférence de presse et ils ont annoncé « c'est le VIH qui est la cause du sida ». Du coup, le Centre de contrôle des maladies de la ville d'Atlanta a décrété « le VIH est un virus dangereux et si vous trouvez des personnes infectées par ce virus, développant un certain type de symptômes, prévenez-nous, c'est obligatoire ». Ils ont dit ça à tous les médecins. Mais ils n'ont pas dit « nous savons pourquoi ». Ils n'ont pas expliqué pourquoi ils le savaient. Ils ont simplement affirmé « nous le savons ». Et c'est devenu un fait. Un fait, entre guillemets. Mais dans ce cas, ce n'est pas réellement un fait. On ne peut pas parler de fait scientifique. Certes, Mullis admet que les études sur le virus ne manquent pas. Mais sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la preuve que le virus est responsable du sida. Que sait-on de plus aujourd'hui? Où se trouve la référence scientifique indispensable pour transformer l'hypothèse en certitude? Il n'y a pas une référence scientifique, il y a un faisceau d'arguments, n'est-ce pas, pour que... prenons quelqu'un est coupable, n'est-ce pas? Alors vous l'avez pas vu tuer quelqu'un, vous ne l'avez pas pris sur le fait, mais vous avez un faisceau de preuves, vous avez les taches de sang. Enfin, malheureusement, on va faire un procès de M. Simpson, mais enfin, en général, quand même, les choses tournent où on a un certain nombre de preuves patentes, indirectes, qui sont telles que l'évidence existe. Comment comme ça fait plus vite. Le professeur Montagnier pourrait ajouter une communication récente qui contredit les arguments de ses adversaires sur le sommeil du virus avant le déclenchement du sida. 2 articles, publiés dans la revue scientifique Nature, soutiennent en effet que le virus ne dort jamais. Dès le début de l'infection, le VIH et le système immunitaire se livreraient un combat acharné. Un combat qui durerait des années et se terminerait par la victoire du virus. En conséquence, John Maddox, le rédacteur en chef de la revue, demande à ceux comme Duesberg ou Mullis, qui ont toujours refusé l'hypothèse du VIH comme cause du sida, de reconnaître enfin leur tort. Si Maddox pense ou pensait que cet article démontre enfin que le VIH est la cause du sida, il n'a plus qu'à se tirer une balle dans la tête. Car s'il n'en avait pas auparavant, pourquoi alors a-t-il rejeté toutes mes tentatives d'explication et toutes les autres hypothèses alternatives? Pourquoi avait-il une opinion aussi arrêtée? Pourquoi le monde entier avait-il une opinion aussi arrêtée s'il a fallu attendre 1995 pour déterminer la cause du sida? Comment se fait-il que tout le monde le sache depuis 10 ans? Malgré les publications de Nature, Mullis reste sur ses positions. Et pas seulement pour la raison formelle qu'il vient d'avancer, mais plus fondamentalement parce que ses travaux n'apportent pas, d'après lui, plus de clarté sur le rôle du virus dans la destruction du système immunitaire. D'où venant d'un prix Nobel, ce constat énorme. Je suis certain que ce n'est pas la cause du sida. Les faits sont là. Il suffit de les regarder. Ce n'est pas la cause du sida. Mais le sida existe. Les maladies qu'on rassemble sous le terme de sida existent toutes. Et la plupart depuis longtemps. On ne les trouvait pas toutes chez le même individu au même moment. Donc il semble bien qu'il y ait l'apparition d'un nouveau syndrome. Mais si on analyse de plus près les maladies telles que la pneumocystose, le sarcome de Kaposi, ou l'apparition de champignons dans la gorge, sur la tête, sur le visage ou sur les membres, on constate que chacun de ces phénomènes a une cause. Mais pas nécessairement la même. Il n'y a aucune raison de le penser. Le sarcome de Kaposi, précisément. Au début des années 80, lors de l'apparition des premiers cas de sida à San Francisco, les jeunes homosexuels contaminés étaient atteints d'un cancer de la peau, habituellement très rare, le sarcome de Kaposi. Cette maladie se manifeste par la prolifération sur tout le corps de ces inquiétantes taches brunes. Rapidement, aux yeux de la plupart des spécialistes, le sarcome de Kaposi deviendra chez les homosexuels contaminés par le virus la marque effrayante du sida, sa signature la plus spectaculaire. Mais pourtant, là encore, personne n'a pu établir clairement le rôle du virus dans l'apparition du sarcome de Kaposi. La recherche, au contraire, a mis en lumière un autre agent, un autre coupable. Le docteur Harry Haverkorsz,
du bureau des drogues de Rockville aux États-Unis que l'on voit ici étudie les effets des drogues. Il a été un des premiers à faire le lien entre l'apparition du sarcome de Kaposi et une drogue aphrodisiaque largement répandue dans les milieux homosexuels jusqu'à la fin des années 80, les poppers, que l'on voit sur cette photo. Nous avons fait une étude sur le comportement des homosexuels, sur leurs pratiques sexuelles, sur les types de drogues qu'ils utilisent. Et nous avons constaté que ceux qui développaient le sarcome de Kaposi avaient des pratiques sexuelles et des habitudes de consommation de drogue différentes de ceux qui étaient atteints uniquement de la pneumocystose. Et en analysant cela, nous avons constaté que c'était le popper qui semblait expliquer cette différence. Fort de ce constat, le Bureau des études des drogues a donc mené plusieurs campagnes de prévention contre les dangers de l'utilisation à haute dose des poppers. Depuis, les poppers ont été retirés de la vente libre. Et les résultats sont là, comme le prouvent les dernières études épidémiologiques. Il y a eu un surprenant déclin du sarcome de Kaposi au cours des dernières années, aussi bien en nombre de cas qu'en pourcentage. Vous avez une explication à ce phénomène? Eh bien, nous pensons que cela est peut-être lié à l'utilisation des poppers, dont nous avons pu constater une baisse au cours de la même période. Évidemment, nous n'avons pas pu établir une baisse de l'infection par VIH dans ces populations, ni établir de corrélation avec le virus de l'herpès. Par contre, l'épidémiologie du sarcome de Kaposi et celle de l'usage des poppers s'avèrent tout à fait corrélées aux États-Unis. Pour être complet, il faut relever que le sarcome existe chez des patients qui n'ont jamais utilisé de poppers. Il existe aussi chez d'autres patients qui n'ont jamais été contaminés par le VIH. Cela prouve en tout cas que les choses sont moins simples qu'on le croyait au départ. Ce qui est à l'origine du sarcome de Kaposi n'est pas très clair. L'implication du nouveau virus de l'herpès, trouvé chez bon nombre de patients, est assez évidente, ainsi que la consommation régulière des poppers. Il se peut que le VIH ne joue aucun rôle, et qu'il y ait autre chose en plus des poppers qui soit responsable de cette maladie. La connaissance des causes de la maladie reste floue. Et quand cette connaissance progresse, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle tend à innocenter le virus plutôt qu'à l'accabler. Et pourtant, à ce jour, le sarcome de Kaposi figure toujours au nombre des maladies dites du sida. Alors, pourquoi ce blocage ? On y a cru parce que l'équation VIH égale sida était admise. Mais si ce n'est plus le VIH qui est la cause du sarcome de Kaposi, personne n'aurait pensé à l'époque que le sida était quelque chose de nouveau. Personne n'aurait cru au VIH. Et maintenant, on fait marche arrière toute. Ce n'est plus le VIH. Et le sarcome de Kaposi n'est pas une maladie du sida. Alors pourquoi ne pas retirer la pneumonie aussi? Et qu'est-ce qui reste? Rien. Autre domaine, autre certitude dont témoigne ce spot, diffusé dès 87. Souvenez-vous de ce qu'on disait alors. At first, only gays and IV drug users were being killed by AIDS. But now we know every one of us could be devastated by it. The fact is, over 50,000 men, women and children now carry the AIDS virus. That in 3 years, nearly 2,000 of us will be dead. That if not stopped, it could kill more Australians than World War II. À ce jour, l'Australie compte moins de 10 000 cas de sida, au lieu des 50 000 prévus par ce spot. Principalement des homosexuels et des toxicomanes. Dire cela aujourd'hui ne revient pas à dévaluer le mal. Encore moins à pointer un doigt accusateur sur les groupes à risque. Simplement à rappeler qu'on s'est trompé et qu'on aggraverait l'erreur en ne rétablissant pas les faits. En France, en Allemagne et ailleurs en Europe, l'épidémie s'est stabilisée. Elle a même montré des signes de déclin. Chez les hétérosexuels, l'explosion annoncée ne s'est jamais produite.
Les campagnes de prévention y sont sans doute pour quelque chose. Mais il y a aussi d'autres raisons. Les souches qui circulent en Europe sont des souches qui ont fait transmission hétérosexuelle, donc il n'y a pas eu de passage important. Il y a eu un certain passage auprès des femmes, notamment à partir des drogués et des hommes bisexuels, mais il n'y a pas une réaction en chaîne qui s'est établie. Donc il n'y a pas une énorme transmission hétérosexuelle, et je pense qu'il n'y en aura pas. Et on peut citer par exemple le cas des travailleurs du sexe professionnel, des prostituées. Les enquêtes qui ont été faites ont montré qu'il y avait 2 ou 3% des prostituées qui étaient infectées, mais ce taux n'augmentait pas, sauf chez les toxicomanes. Les prostituées toxicomanes sont très affectées, mais pas les autres. Les études épidémiologiques menées chez les prostituées non toxicomanes des grandes villes européennes confirment en effet cette analyse du professeur Montagnier. Dans certaines villes européennes, on signale même aucune contamination dans les groupes étudiés. Si l'on considère que les prostituées constituent la partie de la population hétérosexuelle la plus exposée au risque, et pour cause, on doit donc logiquement en conclure que l'infection par le virus du sida dans le reste de la population hétérosexuelle doit être encore plus faible que chez les prostituées. Doit-on pour autant tirer la conclusion qu'il n'y a pas d'épidémie chez les hétérosexuels et qu'il n'y en aura jamais ? Au Centre européen pour la surveillance du sida, là où sont menées la plupart des enquêtes sur l'ampleur de l'épidémie, l'information n'est pas tout à fait la même. LVT2 différent d'LVT3 ? Globalement, c'est vrai que les homosexuels et les toxicomanes restent encore, 15 ans après le début de l'épidémie, nettement plus touchés en proportion, beaucoup plus que la population hétérosexuelle en général. Mais ça ne veut pas dire que le développement de l'infection VIH chez les hétérosexuels n'aurait pas eu lieu ou qu'il ne devrait pas se produire dans le futur. En réalité, ce à quoi on assiste, c'était une diffusion lente, progressive et effectivement beaucoup moins rapide que dans les premiers groupes de la diffusion de ce virus dans la population hétérosexuelle. Mais le fait que cette diffusion soit moins rapide que dans les 2 groupes précédents ne peut pas être considéré du tout comme quelque chose de rassurant. C'est simplement que l'intensité moyenne du risque dans la population hétérosexuelle est plus faible, que donc l'épidémie diffuse plus lentement et plus difficilement. Il n'empêche, le spectre de l'épidémie qui a plané sur l'Europe pendant 10 ans s'éloigne pour l'instant. Ou plutôt, il se déplace vers l'Afrique. De là-bas, de l'autre côté du désert du Sahara, nous parviennent des images terribles qui apparemment ne laissent aucun doute. L'épidémie frappe tout le monde, sans distinction, les vieillards comme les plus jeunes, les femmes comme les hommes. D'après l'Organisation mondiale de la santé, les personnes infectées par le VIH se comptent par millions. Pas question évidemment de remettre en cause l'hécatombe. Quand on voit ces images, qui d'ailleurs aurait l'inconscience de le faire? Non. Là encore, ce qui fait débat, ce n'est pas le fléau ou la réalité de la détresse. C'est le nom qu'on met dessus. L'Afrique est malade, mais est-elle vraiment malade du sida? C'est vrai, je le sais par expérience, que les tests qui sont chez nous à la fois très sensibles et très spécifiques le sont moins avec des sérums africains, pour différentes raisons. Celle que vous avez citée, c'est que beaucoup de ces Africains ont des infections intercurrentes chroniques, comme le paludisme, et qu'ils ont ce qu'on appelle un taux anormalement élevé d'anticorps, d'immunoglobuline d'ensemble. Et donc, ces anticorps peuvent donner des réactions non spécifiques et donner des faux positifs dans les tests du sida. Il y a aussi l'énorme variabilité des souches qui circulent en Afrique, qui est bien supérieure. On a tous les variants circulent en Afrique. Et donc les tests sont parfois pas très adaptés. Donc il y a toute une étude à faire. Est-ce que ceci fausse totalement les estimations qui ont été faites? Je ne le crois pas quand même, car ces estimations ont été faites par différents recoupements. Et bien sûr, ils donnent une fourchette simplement. Il suffit d'ailleurs d'aller dans un hôpital africain pour voir que la plupart des personnes qui sont là ont le sida. En partant d'un constat à peu de choses près identique, un hebdomadaire britannique a été amené à des conclusions radicalement différentes. Dans son édition d'octobre 93,
Le Sunday Times publie en effet une enquête au titre volontairement provocateur, le mythe du sida africain. L'auteur de l'enquête s'appelle Neville Hodgkinson, journaliste spécialisé dans les questions scientifiques. Le voici à sa table de travail. Le doute l'assaille quand il effectue son voyage en Afrique centrale au cours de l'année 93. Ce qu'il a appris en 25 ans de carrière lui paraît en effet suffisant pour juger qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la version officielle. L'Afrique est-elle vraiment malade du sida ? Pas si vous définissez le sida comme une nouvelle maladie infectieuse. Il y a beaucoup de souffrances et de morts en Afrique, dues à la malnutrition, à la réapparition d'anciennes maladies, comme la malaria, la tuberculose. Ils ont besoin de beaucoup d'aide, mais je n'ai constaté aucune preuve d'une nouvelle épidémie. Le voyage de Neville Hodgkinson en Afrique dure plusieurs semaines. Il se rend d'abord au Kenya, puis en Tanzanie, en Zambie et pour finir au Zimbabwe. Ce qu'il voit, ce dont il entend parler, c'est plus de la peur du sida que du sida lui-même. Il va en comprendre là-bas les raisons. Au milieu des années 80, des scientifiques américains sont venus avec le tout nouveau test de dépistage. Ils ont testé les populations importantes et constaté que dans certains cas, 40 à 50% des tests étaient positifs. Alors ils ont dit, le VIH doit être là depuis de nombreuses années et l'Afrique est en proie à une terrible épidémie. Ce qui bien sûr a créé un climat de peur extrême. La terreur en effet est partout présente. Et pourtant, il n'y a pas de quoi, écrit-il. À ses yeux en effet, le sida reste invisible. Il ne trouve pas trace des villages décimés par la maladie, ni des cimetières bâtis à la hâte pour faire face à l'hécatombe. L'Afrique est malade, certes, mais de rien qui ressemble à quelque chose de nouveau, même si cela s'apparente à ce qu'en Occident, on nomme le sida. La première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé en Afrique et ai commencé mon enquête, c'est que les hôpitaux remplis de malades du sida, ainsi que les villages qui mouraient du sida dont on m'avait parlé, n'étaient pas immédiatement apparents. Quand j'ai demandé « Mais de quelle maladie meurt-il » on m'a dit « Du sida ?» Et j'ai dit « D'accord, mais de quelle maladie ?» Parce que le sida est un syndrome de déficience immunitaire. Alors on m'a dit « Eh bien, ce patient-là a la tuberculose, celui-ci a une diarrhée irréductible, celui-là a la malaria. » Il y avait toutes sortes de maladies, fièvre, diarrhée. Le genre de maladie que l'Afrique a toujours connu, mais qui en fait avait été rediagnostiquée comme maladie du sida du fait même de la peur engendrée par le test VIH. La confusion est-elle possible? A-t-on pu se tromper à ce point? La question préoccupe aujourd'hui beaucoup de chercheurs. Une étude récente faite au Zaïre par un scientifique américain, le professeur Essex, a montré que les personnes contaminées par la lèpre et non par le VIH réagissaient positivement au test du sida. Bizarre. Essex fait donc remarquer que les résultats des tests doivent être interprétés avec prudence chez les personnes atteintes de maladies mycobactériennes comme la lèpre ou la tuberculose par exemple. Il en conclut que les tests ne sont peut-être pas suffisants pour diagnostiquer l'infection par le VIH dans les régions d'Afrique centrale où ces maladies sont répandues, autant dire dans toute l'Afrique. Ces informations sont d'une gravité extrême, car la tuberculose et la lèpre sont largement répandues dans beaucoup d'endroits d'Afrique. Mais là aussi, quand nous l'avons annoncé, il n'y a eu aucune suite, aucune réponse de la part des chercheurs du courant dominant. Ils ont juste prétendu continuer comme si de rien n'était. À ce jour, personne n'a sérieusement répondu à Hodgkinson. Ni les journalistes en désaccord avec lui, ni le professeur Essex lui-même. Les tests du sida seraient-ils donc moins précis qu'on ne le dit? Ici, en Australie, une équipe de chercheurs de la ville de Perth a mené l'étude prospective
la plus complète sur le sujet. Précisément dans cet hôpital. Ces 3 chercheurs ont analysé à peu près tout ce qui a été dit et écrit sur le test du sida dans le seul but de répondre à la question suivante. Est-ce qu'un test positif est bien la preuve que l'on a été infecté par le virus du sida? Le résultat de ces travaux sur le Western blot, le test considéré comme le plus fiable, a fait l'objet d'une communication scientifique publiée en 1993 dans la revue Biotechnology. Beaucoup de données montrent que le test a été accepté comme fiable avant d'avoir été véritablement validé. Et c'est ce point essentiel que nous voulons mettre en lumière. Il y a trop de choses dans la littérature scientifique laissant penser que le test n'est pas fiable. Or, nous acceptons de continuer à lui faire dire ce qu'il ne dit peut-être pas. Pour comprendre, il faut d'abord se rappeler que le test ne détecte jamais le virus lui-même, mais les anticorps qui ont réagi à la présence du virus dans l'organisme. Mais au juste, comment se passe le test du sida? La procédure se déroule en 2 étapes. La première, c'est le test ELISA. S'il se révèle positif, il doit obligatoirement être confirmé par un 2e test appelé Western blot. Le Western blot se présente sous la forme d'une bandelette sur laquelle les différentes protéines du virus ont été fixées. Cette bandelette est mise en contact avec le sérum du patient. Si le sérum contient des anticorps dirigés contre le virus, les protéines apparaissent sous la forme de bandes noires. Le test est positif si la bandelette présente plusieurs bandes noires. Jusque-là, tout va bien. C'est après que les choses se compliquent, car les critères varient d'un pays à l'autre. Pour accepter un test positif, la France n'a pas les mêmes critères que les États-Unis, qui eux-mêmes ont plusieurs critères. Et ces critères sont encore différents en Australie ou en Afrique. Si le test Western blot d'une personne a 2 bandes, celle-ci, elle sera considérée comme infectée en Afrique, dans certaines parties des États-Unis, mais pas en Australie, ni ailleurs en Amérique, ni en France. Maintenant, si le test fait apparaître 3 bandes, le patient, comme le dit le docteur Turner, sera considéré comme infecté en Afrique, en France, dans certaines régions des États-Unis, mais pas dans d'autres régions des États-Unis ni en Australie. S'il fait apparaître 4 bandes, le même patient sera alors considéré comme infecté à peu près partout dans le monde, mais toujours pas en Australie. On ne peut pas être infecté ici et ne pas l'être dans la pièce d'à côté. On est infecté ou on ne l'est pas. Et avec ces critères, il est impossible de l'affirmer. Difficile de trouver une explication logique pour justifier ce mode d'emploi à la carte. Pourquoi ne pas imposer les mêmes critères partout? Cela ne serait-il pas plus simple et plus sûr? Pas de quoi s'affoler, répondent néanmoins les laboratoires. Le sang contaminé, disent-ils, réagit positivement, sans ambiguïté et quels que soient les critères, en faisant apparaître toutes les protéines du virus. C'est cela, la vraie différence avec le sang non contaminé. Même si le problème des critères est résolu, il en reste d'autres, notamment la reproductibilité du test VIH. Elle n'est pas démontrée. Je vais vous en donner un exemple. Voici un échantillon du même sang, testé par 19 des meilleurs laboratoires américains. Chaque bandelette correspond à l'un de ces laboratoires. Sur certaines apparaissent plusieurs bandes noires, sur d'autres seulement quelques-unes, et sur celui du centre, à la lettre I, aucune. Il s'agit pourtant d'un sérum appartenant au même patient, contaminé par le virus du sida. L'équipe australienne a révélé d'autres erreurs, plus graves encore. En réponse à votre question sur l'ampleur que peuvent avoir les différences, je voudrais vous citer un article du groupe d'études des transfusions en Amérique.
L'American Journal of Clinical Pathology a, en 1991, envoyé 101 échantillons de sérum testés négatifs par le Western blot, autrement dit sans aucune bande, à 3 laboratoires différents. Et ceux-ci ont constaté qu'il n'y avait aucune bande dans 67 cas, qu'il y avait d'autres bandes, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, dans 13 cas. Une protéine 41 dans un, une protéine 24 dans un autre, et les protéines 24, 32, 41 et 120 dans 2 cas. Ce qui, pour de nombreux laboratoires, signifie un test positif. Or, tous ces sérums avaient été jugés négatifs. En résumé, 2 sérums diagnostiqués négatifs par un laboratoire peuvent être déclarés positifs dans un autre. Pour les Australiens, cette contradiction remet en cause ce qui fait l'intérêt même du test, c'est-à-dire sa capacité à dire si oui ou non le patient est contaminé. C'est ce que les chercheurs appellent la spécificité. La spécificité d'un test signifie qu'on obtient un résultat positif uniquement quand le virus est présent dans le sang. Si le virus n'est pas présent dans le sang et que néanmoins on a une réaction, ça veut dire que le test n'est pas spécifique. Les Australiens vont aujourd'hui jusqu'à dire que les résultats positifs au test du sida ne prouvent pas de manière certaine qu'on est contaminé par le VIH. Pour preuve d'abord, ces tests, faits sur certains animaux qui ne peuvent pas être infectés par le virus du sida. Ces souris, par exemple, qui ont reçu du sang d'une autre souris et chez lesquelles on a trouvé des anticorps au virus. Ces chiens aussi. Sur 144 chiens testés, la moitié a présenté le même résultat que chez les souris. Et puis, il y a aussi les tests réalisés à partir des sérums collectés en 1968 chez des Indiens d'Amazonie. Plusieurs se sont révélés positifs, alors qu'aucun cas de sida ne s'est jamais déclaré dans ces tribus. Et on a pu observer le même phénomène dans différentes régions d'Afrique. Toutes ces fausses réactions sont bien connues des virologistes travaillant sur le sida. Elles sont provoquées par la présence d'autres anticorps que ceux qui réagissent au virus du sida. Les chercheurs australiens ne contestent pas la réponse. Ils soulèvent seulement une autre question. Comment savoir si un patient déclaré positif est réellement infecté par le virus et non par autre chose? Nous savons depuis longtemps qu'un certain nombre de groupes à risque, comme les homosexuels, les toxicomanes et les hémophiles, sont exposés à des agents extérieurs. Ils sont donc susceptibles de développer différents types d'anticorps. Et ce sont précisément les groupes pour lesquels il est impératif de connaître la spécificité du test. Or, il est possible, dans le cas de ces personnes, qu'un test positif n'indique pas une infection au VIH. Ce que cela signifie vraiment, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité dans l'interprétation des tests, ni dans leurs analyses, ni dans la compréhension des effets de la maladie. Et donc, tant que ces problèmes ne sont pas résolus, nous ne devons pas accepter la causalité selon laquelle le VIH serait à l'origine du sida. S'il y a problème dans l'interprétation des tests, ils sont rarissimes, répond la majorité des chercheurs. Et pour y remédier, les contrôles de qualité sont nombreux. Il n'empêche. Le doute, ainsi distillé depuis plus de 10 ans par ces chercheurs qu'on vient de voir tout au long de ce film, a commencé d'ébranler les certitudes officielles. Il a même été relayé au sein de la communauté scientifique qui compte. Dans ces cercles, la question est désormais soulevée. Certes moins brutalement que chez les chercheurs contestataires, et l'équation VIH égale sida, réexaminée à la lumière des nouveaux éléments recueillis grâce à une meilleure connaissance de la maladie. Une évolution dont la presse se fait l'écho. Les choses auraient été très simples si, après avoir découvert le virus du sida, on s'était aperçu qu'en disposant d'un médicament antirétroviral, ça suffisait à bloquer la réplication du virus du sida et donc, d'une certaine manière, à guérir les patients. En réalité, on s'est rendu compte que les choses étaient beaucoup plus compliquées.
que quand on utilisait un produit qui, in vitro, effectivement bloquait la réplication du virus du sida, ça suffisait pas pour autant à enrayer l'évolution de la maladie. Donc il fallait bien chercher autre chose. Il fallait essayer de comprendre aussi pourquoi l'épidémiologie de la maladie n'est pas la même dans les pays industrialisés, dans les pays en voie de développement, et encore, c'est pas la même en Afrique, en Asie, etc. Donc il fallait essayer de comprendre tout ça, et on s'est très vite rendu compte que l'existence d'un virus ne suffisait pas à tout expliquer. Luc Montagnier en personne, l'homme qui a découvert le virus, a été l'un des premiers à relativiser le rôle du VIH, ou plutôt à évoquer l'existence d'autres agents associés au virus pour déclencher le sida. Nous sommes à San Francisco en 1990. Une intervention très remarquée lors de la 6e conférence internationale sur le sida. Au cours de cette conférence, Luc Montagnier annonce que le VIH n'est peut-être pas la seule cause du sida. Pour le virologiste de Pasteur, le virus a un complice, le mycoplasme. Et sans ce complice, le VIH ne peut rien. Le temps n'a pas donné raison à Montagnier. Et aujourd'hui, Montagnier est moins catégorique. Mais sur le fond, il n'a pas changé d'avis. Et je peux vous dire que nous avons maintenant des arguments solides pour penser effectivement qu'à côté des autres cofacteurs infectieux connus, virus, bactéries, ces petites bactéries ont toutes les propriétés en tout cas pour jouer aussi un rôle important. La question maintenant est de savoir quel est le rôle de ce mycoplasme, comment interagit-il avec le virus? Est-ce qu'il précède l'infection virale et connaît une expansion à cause de l'immunodépression induite par le virus? Ou bien est-ce que les personnes sont infectées simultanément, car ce mycoplasme est probablement aussi transmis par la voie sexuelle, donc il peut être transmis en même temps que le virus, vous voyez? Et quel rôle joue-t-il dans la progression de la maladie? Bon, ce sont encore des questions à laquelle on ne peut pas répondre totalement. Mais disons que ce qu'on a trouvé au laboratoire colle avec l'idée que ces mycoplasmes peuvent jouer un rôle dans la progression de la maladie. Autre facteur ou pas, autre agent ou pas, pour la communauté scientifique, dans sa grande majorité, c'est bien entendu le virus VIH qui reste le coupable principal. En réfutant cette thèse, sur laquelle planchent les chercheurs du monde entier, certains scientifiques comme Duesberg et Rubin sont donc condamnés à construire d'autres hypothèses, à chercher d'autres coupables, avec leurs petits moyens, et à l'aide des seules certitudes que donne la compétence acquise dans leur domaine de recherche. Aucune étude n'a été faite aux États-Unis pour étudier les effets à long terme sur la santé de l'injection ou de l'inhalation de drogue. Pas une seule. Alors que 150 000 malades du sida, qui sont morts, étaient des utilisateurs de drogue en injection intraveineuse. Et que 250 000 ont pris des poppers ou des amphétamines et sont morts ou ont contracté le sida à cause de ces drogues. Pour moi, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent et le VIH est peut-être l'un d'entre eux. Je n'exclus pas cette possibilité. Et j'exclus encore moins le fait que les drogues jouent un rôle. De même que d'autres aspects du mode de vie. Injection de drogue et peut-être d'autres causes d'infection. Et aussi l'implication d'autres micro-organismes. L'hypothèse avancée peut choquer. Elle mérite à tout le moins d'être argumentée scientifiquement. Mais c'est l'objet d'un autre film. Le but de celui-ci est seulement de démontrer que bien des zones d'ombre existent sur les causes du sida et que la prudence élémentaire devrait conduire tout un chacun à examiner avec attention toutes les objections, toutes les hypothèses, même les plus dérangeantes. Nous voulons considérer comme un signe cette rencontre due au hasard. Il s'agit de Daniel Koshland, ancien rédacteur en chef de Science. Écoutez son message. Je pense que l'on continuera à s'interroger sur les causes du sida jusqu'à ce qu'on sache le traiter. Aussi longtemps que nous n'aurons pas de traitement, il y aura toujours des gens pour dire que nous faisons fausse route et qu'il serait préférable de chercher dans une autre direction. On ne peut dire que personne ne doit remettre en cause ce que nous faisons dès lors que nous n'avons pas de solution. Lorsque nous aurons cette solution, cela mettra probablement un terme au débat. C'est donc une bonne chose que des gens comme Duesberg et d'autres chercheurs continuent à mettre en question l'origine du sida.
Absolument. Duesberg soulève des points avec lesquels beaucoup de gens sont en désaccord, mais il est important que le public en ait connaissance et constate qu'il n'y a pas un groupe monolithique persuadé de détenir à lui seul la bonne réponse. C'est la seule voie à suivre.